très concrètement à quoi ça ressemble ces machines, ces logiciels qui manipulent la data. L'approche humain et machine, elle a radicalement changé ce jour-là. C'était il y a une quinzaine d'années, le jour où Kasparov s'est fait battre par IBM, encore lui. Et le jour, en fait, sur une activité qui était censée être le paroxysme de l'intelligence humaine, les échecs, un ordinateur a mis la pâtée au meilleur des êtres humains joueurs d'échecs. Et en fait, à partir de là, chez les intellectuels des technologies, il y a eu énormément de réflexions pour réfléchir à la façon dont ça ouvrait des perspectives. Et ça ouvrait une perspective qui était, maintenant, si on fait jouer Kasparov et IBM en tandem, théoriquement, on a le meilleur joueur d'échecs au monde, le meilleur ordinateur joueur d'échecs au monde, on a quelque chose de parfaitement imbattable. Et en fait, non. Ils ont fait des tonnes de compétitions en mettant en alliance aussi bien des joueurs d'échecs médiocres avec une calculatrice qui savait jouer aux échecs que des super ordinateurs et des super joueurs d'échecs. Et ils sont aperçus que pas du tout, ce n'était pas les tandems meilleur ordinateur, meilleur joueur d'échecs qui gagnaient, c'était beaucoup plus complexe que ça. Et ça a été une période totalement théorique qui était les échecs assistés par ordinateur et qui a permis de déterminer que c'est beaucoup plus complexe que ça. L'alliance entre un homme et une machine, ce n'est pas nécessairement le meilleur programme avec le meilleur homme. Alors ça pose le problème du tandem entre homme et machine, et ça nous amène à l'histoire de cette société que vous connaissez tous, qui est PayPal. PayPal qui est arrivé dans les années qui ont suivi la défaite de Kasparov contre IBM, a gagné sur un marché qui était extrêmement compétitif, qui était le paiement en ligne. Et ses compétiteurs, c'était les banques. Donc il avait face à lui des gens avec de l'argent en quantité illimitée. Et malgré tout, c'est une petite start-up californienne qui a réussi à remporter ce marché et qui s'est revendue par la suite une fortune à eBay. Et ils ont remporté ce marché parce qu'il y a un élément central quand on est opérateur de transfert financier, que ce soit Swift ou autre chose, il y a un élément central qui est la lutte contre la fraude. C'est essentiel. Si vous n'êtes pas bon là-dedans, comme vous assumez les responsabilités d'une éventuelle fraude, ça vous coûte. Et si vous n'êtes vraiment pas bon, vous faites tout simplement faillite. Et les banques avaient des approches automatisées. C'est-à-dire qu'ils avaient des algorithmes qui repéraient toutes les transactions financières à la recherche d'une anomalie pour détecter les fraudes. Et tout était totalement automatisé. PayPal a pris une autre approche. PayPal a pris l'approche d'opérateurs humains qui, avec des outils, regardaient ce qui se passait sur leurs transactions, les millions et les millions et les millions, c'était les milliards de transactions qui passaient par PayPal, et qui essayaient, à l'aide d'outils, de repérer des anomalies et des fraudes. Et ça a été infiniment plus efficace que l'approche des banques, au point où ils ont remporté très largement la bataille des micro-paiements sur Internet, et c'est devenu le moyen de paiement le plus utilisé sur Internet. C'est vraiment cette approche de tandem entre homme et ordinateur qui a fait le succès de PayPal. PayPal a été racheté, je ne sais plus, quelque chose comme 2 milliards par eBay par la suite. Les fondateurs sont devenus extrêmement riches et ont continué à monter des sociétés à foison. Il y a une quantité invraisemblable de sociétés qui ont été montées par les anciens de PayPal. Et en plus, ils sont devenus des acteurs financiers majeurs de la Silicon Valley. C'est-à-dire que non seulement ils ont monté leur propre société, mais en plus ils en ont financé tout un tas d'autres. Au point que dans la Silicon Valley, ça s'appelle la mafia PayPal. Et que la mafia PayPal est à l'origine d'une quantité invraisemblable de startups que vous utilisez tous les jours. Soit directement ils les ont montées, soit les ont financées. Évidemment, la team qui était à l'origine de ces outils d'analyse financière, d'investigation financière de PayPal qui leur permettaient de s'assurer de lutter contre la fraude, une fois sortis de PayPal, ils ont monté une société qui a continué sur cette philosophie de l'informatique, qui s'appelle Palantir, dont on a entendu parler dans RT tout à l'heure, qui travaille avec tout un tas de gouvernements. Palantir, c'est une énorme start-up, et dont les missions, ça c'est l'affiche sur TechCrunch, dont les missions, ils ne présentent pas vraiment leur mission, ils donnent des case studies. Donc typiquement, grâce à Palantir, donc, qui est un outil de manipulation de données et de visualisation de données, vous pouvez éviter un Ponzi scheme, vous pouvez lutter contre le trafic d'êtres humains, vous pouvez détecter les fraudes dans la sécurité sociale américaine, vous pouvez optimiser le cost-cutting pour un gouvernement, vous pouvez déterminer comment arrêter un génocide au Soudan.
où vous pouvez optimiser la façon de lutter contre les gangs organisés dans les banlieues américaines. Et effectivement, c'est le cas. Vous pouvez faire tout ça. Évidemment, si vous voulez lutter contre une arnaque Ponzi sur Wall Street, vous n'allez pas mettre les mêmes enquêteurs que si vous voulez lutter contre le crime organisé dans les banlieues américaines. Hein. Mais en mettant le bon tandem être humain et logiciel Palantir, vous pouvez faire tout ça. Donc très lourdement financé, hein, 300 millions de dollars de financement par des venture capitalistes. Évidemment, qu'on a revendu PayPal, c'est facile, hein. Mais il y a très très peu de startups qui sont financées à cette hauteur-là. Facebook a été financé encore plus, mais vraiment on compte sur les doigts de la main les startups californiennes qui ont autant de financement. Et avec ça, vous pouvez faire tout un tas de choses absolument rigolotes. Ça, c'est l'horloge logiciel phare, qui est Palantir pour Government 3.0. Ils en sont à la 3.5. Et qui prend des données auxquelles ont accès les gouvernements. Donc selon que vous soyez en France, en Italie, aux États-Unis, au Maroc ou en Tanzanie, évidemment le gouvernement a accès à plus ou moins de données, et qui va vous permettre de manipuler tout ça pour faire typiquement des enquêtes ou pour déterminer des corrélations, pour déterminer des événements, en manipulant des quantités invraisemblables de données. Là, on est dans ce qu'on appelle la big data. Donc vous pouvez manipuler des données personnelles qui concernent toute la population américaine, par exemple. Il n'y a pas de problème, le logiciel, il sait faire. C'est un peu comme un Excel puissance 1000. C'est une plateforme de calcul qui, accessoirement, fait de la visualisation, mais ce n'est pas sa principale fonction. Sa principale fonction, c'est de mettre ensemble des données qui viennent d'environnements totalement hétérogènes, qui sont même, à la limite, pas du tout structurées, et de les assembler pour qu'on puisse en faire sens. Et la quantité de choses qu'on peut faire avec ça est absolument stupéfiante. Je vais en passer rapidement en revue quelques-unes. On peut par exemple déterminer une hiérarchie. Vous enquêtez sur un groupe qui a une certaine activité. On va prendre un groupe qui a une activité terroriste, délinquance, ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance dans ce cas-là. Et en fonction de tout ce que vous savez sur les individus qui constituent ce groupe, vous allez déterminer la hiérarchie dans le groupe. Vous allez pouvoir déterminer la hiérarchie dans le groupe en fonction des transactions financières au sein de ce groupe, en fonction des coups de téléphone, en fonction des SMS, des contenus des SMS, de leur échange sur Facebook, n'importe quoi. Parce que de toute façon, vous avez derrière, pour alimenter cette machinerie, des trucs qui vont aussi bien vous faire de la surveillance des réseaux que des trucs qui vont vous récupérer vos déclarations fiscales, que vous pouvez assembler toutes ces données au vol, les corréler, et un opérateur humain va manipuler tout ça pour essayer de repérer une hiérarchie dans un groupe. Si vous enquêtez sur du financement de réseaux terroristes, c'est extrêmement utile. Extrêmement utile. Ça vous permet de déterminer comment fonctionne le groupe, en assemblant toutes ces données. Vous pouvez aussi faire des investigations beaucoup plus chiadées. Donc ça, c'est du post-émeute. Vous allez récupérer tout un tas de données de la presse, typiquement, et des services de police. Et puis, vous allez essayer de comprendre, dans tous les gens qu'on a arrêtés, là, c'est un réseau social, ça. Tous les gens qu'on a arrêtés, vous allez essayer de voir comment s'est transmis l'information, où ils étaient, quand ils se sont fait arrêter, corréler ça au système de vidéosurveillance qui, évidemment, à Londres, vous imaginez, on filmait des tonnes et des tonnes de choses. Et puis, essayer de comprendre comment se sont déroulés ces événements. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Éventuellement, dans l'optique d'éviter que ça se reproduise. Là, c'est la projection sur une carte d'Angleterre de tous les incidents, avec, vous voyez, des pics d'incidents et une forme qui, finalement, démarre lentement et poum, tu as un pic et ça s'arrête. Ce qui permet de comprendre quel est ce phénomène d'émeute urbaine, comment il se déploie dans le temps, comment il se réplique d'un point à un autre, et puis vous allez pouvoir faire un zoom sur un endroit particulier pour étudier une zone précise, qu'est-ce qui s'est passé, et puis dérouler le fil de l'histoire pour comprendre comment tout ça s'est orchestré. Sachant qu'on n'a pas un grand mastermind qui a tout fait. On est face à un phénomène de foule, et que c'est beaucoup plus complexe à appréhender que juste une bataille militaire où il y a un général qui a donné un ordre d'assaut. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont remontés avec cette techno jusqu'à un incident isolé qui est totalement banal, qui est grosso modo une rixe entre des flics et des voyous, qui a dégénéré, mais comme il y en a certainement 3 ou 4 fois par jour en Angleterre, mais sauf que celle-là... Ça n'avait pas été identifié? Non, comment tu vas identifier que c'est ce truc-là qui... C'est parti comme un traîné de poudre. Hein. En 2005, on l'avait bien identifié dès le départ. À Londres, c'est parti tellement vite que non, vous n'avez pas identifié. Et puis là, on ne fait pas que identifier le coupable, parce que tu t'en fous, le coupable. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de comprendre la dynamique.
Et là où vraiment Palantir apporte un plus incroyable, c'est qu'il te permet de déployer la dynamique, de la rejouer et à la limite faire des simulations. Qu'est-ce qui se serait passé si la 4e émeute, on était arrivé, on avait déversé du napalm sur le quartier? Est-ce que ça aurait arrêté? Une hypothèse, hein. Évidemment, l'État anglais n'envisage pas un instant ce genre de solution. Mais par contre, ils essaient vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut arrêter un phénomène pareil. Parce que ça coûte une fortune, ça fait mauvaise presse au pays. Donc, comment on peut arrêter un phénomène pareil? On commence par comprendre très précisément comment il se déploie. On peut aussi faire des investigations financières avec ce truc-là, parce qu'à l'origine, les GUS qu'on fait Palantir, c'était leur cœur de métier, faire de l'investigation financière. Donc là, je crois que vous avez une investigation financière qui est relative à la crise des subprimes et qui montre très précisément comment s'est orchestrée la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'à partir d'un énorme bordel qui sont des transferts de fonds, entre une myriade d'acteurs, si vous les réagencez, au bout d'un moment, vous allez trouver un schéma qui consiste à planter des acteurs bien particuliers, en l'occurrence les compagnies d'assurance qu'on fait, Fannie Mae, ce genre de trucs, et de mettre en évidence que tout ça a été pensé de façon très centralisée, qu'il y a un schéma général qui s'est déployé sur plusieurs années, qui a donné lieu à la crise des subprimes, qui est absolument impossible à voir sans ce genre d'outil de visualisation, qui va passer par tous les acteurs intermédiaires, mais comme ils ont récupéré toutes les données qui ont été récupérées par l'État américain, qui a quand même fait des enquêtes assez poussées, l'État américain, pour faire des enquêtes financières, ils ont ce genre d'outils. Et ils arrivent très précisément à déterminer comment on crée une bulle sur les subprimes. Plus rigolo, ça c'est une étude très poussée des mouvements maoïstes en Inde. Donc là, on est dans l'utilisation par un État qui regarde comment se déploie, alors au choix du terrorisme, de l'opposition politique, comme vous voulez, quoi. Mais peu importe. L'idée, c'est de récupérer tout un tas de données qui sont en provenance aussi bien de bases policières que de la presse, que d'informateurs locaux, que tout un tas de choses, et d'arriver à comprendre comment se déploie une opposition politique dans un pays, avec de la cartographie, avec des relais d'information qui sont vraiment très, très, très disparates. On est en Inde, hein, donc tout n'est pas ultra informatisé non plus. Et un danger qui est que, il y a aussi du terrorisme maoïste en Inde, donc il y a besoin de maintien de l'ordre, et puis il y a besoin de mettre fin à un courant qui, vous allez voir qu'on va le déployer sur une carte de géographie, est quand même massif, vu que toute la côte Est est quand même sujet à régulièrement des troubles. Donc là, le but, c'est de lutter contre un mouvement politique dans un pays. Je vous ai délibérément pris l'Inde parce que c'est loin, qu'on n'a en général jamais entendu parler de ce mouvement maoïste en Inde, mais on peut lutter contre n'importe quel mouvement politique dans n'importe quel pays avec ce genre d'outils. Le cartographier, comprendre comment l'information circule dedans. Évidemment, inutile de vous signaler que le fameux Deep Packet Inspection dont on a parlé, ça fournit des données qu'on peut injecter dans le système, bien sûr, et que le système est particulièrement bien pensé pour les manipuler. Et puis à partir de là, vous allez mettre en place une stratégie pour lutter contre les maoïstes en Inde ou les salafistes ailleurs, ou n'importe quoi. Vous pouvez faire tout un tas d'analyses géospatiales de réseaux sociaux. Ça fonctionne super bien avec des systèmes de réseaux sociaux. Donc soit vous déduisez des réseaux sociaux à partir de... les gens se téléphonent entre eux, donc ça vous donne une structure de réseaux sociaux. Si vous prenez tous les coups de téléphone qui ont été passés dans un pays, vous déterminez qui parle avec qui, et c'est une structure de réseau social. Vous pouvez le confronter avec une autre que vous allez piquer à Facebook, une troisième que vous allez piquer à Twitter, une quatrième que vous allez récupérer avec les échanges SMS, une cinquième que vous allez récupérer avec les échanges financiers entre les individus, etc., etc., etc. Mettre à côté de ça des coefficients de proximité géographique, et puis essayer de comprendre comment se structure votre société. Comment circule l'information, comment circulent les idées, comment circulent des mouvements, comment se déclenchent des mouvements d'opinion. Ça, c'est jouable avec les technologies de Palantir. Et au niveau d'une nation tout entière, voire probablement un jour d'un continent tout entier. Là, Palantir, vous êtes avec le nec plus ultra de ce genre de logiciel, et c'est en usage partout dans le monde. Partout, partout dans le monde. Et c'est le cœur de ce qu'on peut faire avec de la big data, dans une optique tandem homme-machine. Donc ça, il faut quand même des compétences humaines. Il faut des compétences humaines poussées. Ouais, poussées, entendons-nous bien. Il ne faut pas être sorti d'un doctorat à Stanford. Mais le flic de quartier, tu ne vas pas le mettre derrière un Palantir. Par contre, tu as plein de gens que tu peux former à ça en quelques mois et qui vont devenir d'excellents enquêteurs. Donc voilà, là vous avez un exemple de l'approche tandem, et c'est franchement le plus joli exemple que vous ayez du tandem homme-machine poussé dans ses ultimes retranchements.
dans le but d'explorer de la donnée qui est essentiellement de la donnée privée. Mais il y a une autre approche qui est l'approche full automatique. Et là, le nec plus ultra aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le prédictif. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree. Tell me exactly what it is you're looking for. Well, you ever get any false positives? Oui. Eh ben, c'est pas du tout de la fiction. Ce qui est de la fiction, c'est le coup des espèces de mutants qui baignent dans de l'eau. Par contre, c'est en cours de développement. Il y a 2 projets qui sont en cours de développement qui sont exactement du Minority Report. Le premier, c'est INDECT, c'est un projet européen. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est en Europe, donc on n'a pas encore trop le blabla sur les terroristes. On est clairement sur de la sécurité urbaine dans des caméras, à base de réseaux de caméras de vidéosurveillance dans des environnements urbains. Donc on est très clairement dans le cadre d'un maintien de l'ordre en environnement urbain, mais évidemment avec de l'algorithmie et de façon automatisée. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'être humain qui est derrière tout ça, c'est le flic de quartier. Et la machine va lui dire, tu vas à telle adresse et t'arrêtes, machin et machin. Aucune intelligence requise de la part du flic de quartier, toute intelligence est dans le logiciel, dans INDECT. C'est un truc extrêmement chiadé. C'est financé par l'Union européenne. Il y a de mémoire 12 ou 13 universités européennes qui travaillent sur le projet. Et l'idée, c'est de mettre en place des systèmes de surveillance intelligents. Le but d'INDECT, c'est de détecter des menaces criminelles de façon automatisée. Et la matière dont il se sert pour faire ça, c'est des flux de caméras de vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'on relie tous les systèmes de caméras de surveillance possibles et imaginables. À terme, on n'en est pas encore là. Et on a un logiciel qui va être capable de dire, tiens, là, il va se passer un crime. Donc on est vraiment dans Minority Report. Il va se passer un crime, donc j'alerte les flics de façon à ce qu'ils interviennent avant que le crime ait lieu. Ce qui, d'un point de vue juridique, est rigolo, hein. Mais on a typiquement l'accusation d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste permet d'arrêter et d'emprisonner jusqu'à 10 ans un être humain sur une intention et pas sur un acte. Donc on a déjà dans le droit français des cas de figure où on peut emprisonner et condamner quelqu'un de façon préventive. Évidemment, ce truc s'inscrit dans cette logique juridique qui est de potentiellement arrêter un crime avant qu'il ait lieu, donc avant qu'il y ait eu un méfait qui soit condamnable. Il va y avoir forcément des ajustements au niveau du droit, mais ce n'est pas non plus une grande première dans le droit, donc c'est tout à fait jouable. Et on est très très clairement dans prévenir le crime avant qu'il ait lieu, du fait qu'on est capable de le prédire. Et prédire quelque chose, on fait ça depuis un paquet de temps avec des algorithmes, avec la météo. On est capable de vous prédire le temps qu'il fera demain en observant la situation aujourd'hui, et on peut l'observer parce qu'on a mis des tonnes de capteurs un peu partout. C'est le même principe, rigoureusement le même principe, mais appliqué au maintien de l'ordre ou à tout un tas de trucs. Je vais vous passer rapidement sur Trapwire, qui est la même chose du côté américain. Trapwire, je vous laisserai lire cet article-là qui fait un tour du problème. Trapwire, il a grosso modo la même approche. Il a un truc qui est rigolo, c'est que, alors il est propriétaire, c'est un logiciel propriétaire, l'autre aussi, je veux dire. Le propriétaire, ça veut dire secret, on ne sait pas du tout comment il fonctionne. Il est basé sur Rule-Based Engine, c'est un algorithme en gros, qui n'est pas vraiment encadré juridiquement, ce qui pose un léger problème, et il fonctionne en temps réel. Et par ailleurs, il est assisté par un système de reporting citoyen. De la même façon que Manuel Valls a appelé les Français à dénoncer dès qu'ils voyaient un extrémiste, ça se repère facilement, ça a une barbe, c'est un petit chapeau blanc. Et ben eux, ils ont déjà mis en place, dans tout un tas de villes aux États-Unis, des systèmes qui permettent aux citoyens de dénoncer des trucs. Et en France, pour répondre à ta question, eh ben on a Alain Boer, qui est le grand gourou de la sécurité, aussi bien auprès de Claude Guéant que Manuel Valls, qui est celui qui porte cette logique du prédictif dans la lutte, dans le maintien de l'ordre. Et là où il est drôle, c'est que pour lui, la menace est sociale, sociétale, environnementale ou criminelle. C'est-à-dire que lui, les menaces qu'il veut appréhender avec ce logiciel sont beaucoup plus vastes que la simple menace criminelle.